monarchies around the Les world monarchies disparaissent un peu partout dans le are monde. disappearing. La nôtre Ours est toujours is là. still here. I declare before you all, my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Il n'y a absolument pas dans son imaginaire d'enfant de rêve de grandeur, de rêve de trône à aucun moment. Une fois devant le fait accompli, vous devez foncer. I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Elle a traversé les âges, la reine Elisabeth, elle a traversé les périodes. Winston Churchill a une vision très romantique de notre histoire et de la monarchie. Il veut aider et tendre la main à la jeune reine. The emergence of an organized revolutionary minority. Ce n'est pas qu'elles ont des désaccords, c'est juste qu'entre elles, ça ne colle pas. Il faut voir la famille royale comme une machine. Un véritable family business. Family business. C'est difficile pour la reine Elisabeth de supporter qu'une autre qu'elle puisse être la reine des cœurs dans l'esprit des Britanniques. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Elle est la reine la plus connue et la plus populaire au monde. Cela fait plus de 63 ans qu'elle règne sur la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et les États souverains du Commonwealth. En septembre dernier, elle a même battu le record de longévité sur le trône détenu jusque-là par son aïeule, la reine Victoria. Elle aura 90 ans l'an prochain, a vu passer 12 premiers ministres, rencontré 7 présidents français. Elle est l'une des personnalités les plus exposées au monde et pourtant elle demeure l'une des plus secrètes, des plus mystérieuses. Un mystère savamment entretenu. Ses prises de parole publiques sont rares et elle n'a jamais accordé d'interview. Il y a même un adage bien connu au sujet de la reine. Ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Dès lors, tenter de la raconter est un exercice passionnant. Qui est réellement Élisabeth II et comment a-t-elle su construire et entretenir sa popularité au fil des décennies? Car c'est bien là la clé de la monarchie moderne, la popularité. Et Élisabeth a bien failli perdre un jour la confiance de son peuple. Souvenez-vous, c'était à l'été 1997. Ce 31 août 1997, alors qu'Élisabeth II est en vacances dans son château écossais, elle est réveillée en pleine nuit. Un drame vient de se produire en France. Lady Diana vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture survenu sur le tunnel par des paparazzi quand l'accident s'est produit. This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The French government announced her death just before 5 o'clock this morning. Normal programs have been... Diana, l'ex-femme de son fils Charles, vient de mourir. Mais la reine était en froid avec elle, depuis son divorce. Alors, son émotion, elle va la concentrer sur ses 2 petits-enfants, William et Harry. Ses 2 petits-fils viennent de perdre leur mère dans d'horribles circonstances. Elle considère que son devoir, c'est de prendre soin d'eux. Le premier réflexe de la reine pour protéger les garçons, c'est de couper la télévision et la radio et créer un cocon. Dès le lever du jour, le château de la reine se transforme en citadelle imprenable. Ce matin-là, la famille royale ferme tout. Elle verrouille tout. Une réaction très pragmatique qui va rapidement contraster avec l'émotion de tout un peuple. Au petit matin, devant les grilles du palais royal de Buckingham, les réactions spontanées s'enchaînent. Les Britanniques sont bouleversés par la mort de la princesse.
C'est vide, c'est calme. Et petit à petit, on a vu arriver des gens en larmes, avec des bouquets de fleurs, des hommes d'affaires avant d'aller au travail, des jeunes femmes, toutes générations confondues, qui viennent déposer un bouquet, un mot. Je suis à mon bureau de Buckingham Palace et en milieu de matinée, c'est devenu un véritable océan de fleurs. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui pleurent, qui gémissent, comme s'ils venaient de perdre quelqu'un de très proche. C'est un véritable tsunami émotionnel. Depuis plus de 25 ans, Diana faisait partie de la vie de tous dans le royaume. Princesse adorée, sa popularité était intacte malgré son divorce. Le divorce l'avait transformée en super-héroïne, et elle était devenue encore plus célèbre dans le monde entier qu'elle ne l'était déjà. Elle avait contribué à l'histoire de la famille royale et à l'histoire de la monarchie, et tout le monde l'adorait. Diana faisait tout pour devenir la reine des cœurs. Mais pour la reine, Diana faisait un peu trop d'ombre à la famille royale. Alors ce dimanche matin, elle part à la messe comme si de rien n'était, cachée derrière les vitres teintées de son véhicule. C'est très mal perçu par les gens à Londres. Ils y voient une reine insensible aux sentiments de son peuple. C'est une chose de protéger les jeunes princes, mais c'en est vraiment une autre de ne pas montrer que vous avez de la peine pour la mort de Diana. Entre la tristesse du peuple anglais et la distance de la reine, le décalage devient flagrant. Ça crée un fossé qui commence à devenir dangereux. Dès lors, c'est le Premier ministre, Tony Blair, qui va rendre le premier hommage officiel en direct, quelques heures plus tard. I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them. We are today a nation in Britain in a state of shock, in mourning, in grief that is so deeply painful for us. She was a wonderful and a warm human being. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever. L'hommage rendu par Tony Blair est tellement bouleversant qu'il fait encore plus remarquer le silence de la reine. Mais Élisabeth s'enferme dans son mutisme. Une distance qui, après l'incompréhension, finit par susciter la colère de son peuple. C'est la fameuse une du journal Le Sun. Où est passée la reine? Pourquoi la reine ne rentre-t-elle pas partager avec nous notre peine? D'une certaine façon, le peuple lui dit « Venez nous voir, venez voir ce que nous vivons et tous les hommages que nous avons rendus. » Il y a une tension extraordinaire et les conseillers de la reine ici à Londres commencent à être très inquiets. Les conseillers craignent que la popularité d'Élisabeth II ne souffre trop de cette polémique. Mais la reine refuse toujours de rendre hommage à Diana. Et elle envoie son attaché de presse faire une déclaration à sa place. The Queen has asked me to say that the royal family have been hurt by suggestions that they are indifferent to the country's sorrow at the tragic death of the Princess of Wales. Mais ces mots, les Britanniques auraient voulu les entendre de la bouche de leur reine. Alors, ils ne décolèrent pas.
C'est donc contrainte et forcée qu'Élisabeth II accepte finalement de faire un geste. 5 jours après le drame, elle apparaît enfin publiquement. Mais elle n'ira pas plus loin que les grilles de son château écossais, où des fleurs ont été déposées. Elle ne fera aucune déclaration à la presse et n'envisage toujours aucun retour à Londres. La majorité des Britanniques attend autre chose de la reine, qu'elle rentre à Londres et qu'elle rende hommage. Si la reine s'obstine à ne pas entendre l'appel de ses sujets, cette crise pourrait lui coûter très cher. Si le peuple ne soutient plus son monarque, eh bien, il doit abdiquer. Cet été-là, l'image de la reine est écornée. À 71 ans, elle vient de commettre son premier faux pas. A-t-elle sous-estimé la popularité de Diana ou surestimé la sienne? Elle s'est en tout cas posée en rupture avec son peuple. Élisabeth II a pourtant consacré sa vie à devenir une reine modèle, elle qui n'y était pas au départ destinée. Tout commence en 1936. Élisabeth a 10 ans et son oncle, le roi Édouard VIII, vient à peine d'accéder au trône. Elle n'a donc aucune raison de s'attendre à devenir reine. Et pourtant... Ce jour-là, la jeune Élisabeth doit remplir une de ses nombreuses obligations de princesse. Comme chaque année, le souverain passe en revue les troupes du royaume. Et en tant que nièce du roi Édouard VIII, elle a le devoir d'assister à la cérémonie depuis le balcon du palais de Buckingham. Mais du haut de ses 10 ans, le protocole et la vie de château ne la font pas rêver. Accompagnée de sa petite sœur Margaret, elle semble profondément s'ennuyer. Ce qu'elle voudrait, c'est épouser un fermier et vivre dans une ferme à la campagne, entourée de chevaux et de chiens. Il n'y a absolument pas dans son imaginaire d'enfant de rêve de grandeur, de rêve de trône, à aucun moment. De par son rang dans la famille royale, Élisabeth n'est de toute façon pas appelée à régner. Mais 6 mois plus tard, tout va changer. Nous sommes le 11 décembre, et une agitation inhabituelle trouble la quiétude de la résidence londonienne de la famille d'Élisabeth. Son oncle, le roi Édouard VIII, est en train d'annoncer son abdication. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. I have been succeeded by my brother, but I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do, without the help and support of the woman I love. Parce qu'il veut épouser une Américaine divorcée et que le protocole le lui interdit, le roi a décidé de renoncer au trône. Et c'est donc Albert Windsor, son frère, le père d'Élisabeth, qui doit prendre sa place. Un rôle pour lequel il n'a pas été du tout préparé. Ce personnage introverti, peu sûr de lui, mal à l'aise en public, qui bégaye, devait être complètement paniqué à l'idée de ceindre la couronne. Et soudain, elle va devenir le monarque. C'est une horreur pour le nouveau roi, car il n'a toujours été qu'un fils cadet. Il n'a appris à être qu'un officier de marine. Les 2 jeunes filles sont informées. Dès lors, comprennent-elles que cette décision va aussi bouleverser leur propre vie. La princesse Margaret dit à la princesse Élisabeth « Je suppose que ça veut dire que tu vas être reine à ton tour ». Et la pauvre princesse Élisabeth, très dépitée, lui répond « Je suppose que oui ». C'est intimidant. C'est effrayant d'imaginer tout ce que cela va impliquer, sans d'ailleurs savoir ce que ça implique vraiment de devenir le leader, le chef de meute. Et c'est encore plus effrayant à seulement 10 ou 11 ans.
Élisabeth ne souhaite pas devenir reine. Alors elle prie pour l'arrivée d'un petit frère. Car elle le sait, un garçon serait prioritaire pour monter sur le trône à sa place. Au lendemain de l'abdication d'Édouard VIII, rien n'est plus pareil dans la vie d'Élisabeth. Pour commencer, toute la famille doit aller s'installer à Buckingham. Un palais dans lequel elle n'a aucune envie de vivre. Lorsque leur gouvernante va annoncer aux deux sœurs qu'il leur faut partir, leur réaction sera de dire « mais quelle horreur ! Le palais est un endroit austère, composé de plus de 700 pièces, séparées les unes des autres par des corridors interminables qui sont, dit-on, traversés par des colonies entières de souris. Pour les deux petites filles, la perspective n'a rien de particulièrement réjouissant. » Alors le jour du départ pour Buckingham, Élisabeth semble un peu perdue. Sa famille est devenue l'objet de tous les regards. Et dans les premiers temps, elle fuit les caméras et ne cache pas son ennui. Mais 6 mois plus tard, la jeune princesse va changer d'attitude. Le 12 mai 1937, son père est officiellement couronné roi. Il devient George VI. La cérémonie promet d'être longue et protocolaire. Mais lorsque vient l'heure de se préparer, la princesse est étonnamment enjouée. J'ai pris le petit déjeuner avec Elisabeth et Margaret. Je les ai regardés s'habiller et mettre leurs petites couronnes. Coiffées de ces couronnes sur mesure, les princesses s'entraînent à faire la révérence, désormais obligatoire devant leur père. Je me souviens quand le roi est apparu, soudain descendant l'escalier avec son incroyable costume, un merveilleux uniforme avec une culotte bouffante et des bas blancs. Et elle dit « Papa est magnifique », ce qui est très gentil de sa part, compte tenu du look plutôt médiéval de ce qu'il portait avec sa couronne sur la tête. Quelques heures plus tard, lorsque la cérémonie commence dans l'abbaye de Westminster, Élisabeth semble aussi impressionnée que passionnée. Elle observe ce qui se passe et c'est vraiment un premier contact qu'elle a avec le cérémonial monarchique, avec la mystique de la monarchie. Are you willing to do the same? Mais c'est à la sortie de l'abbaye qu'Élisabeth semble réaliser que cette nouvelle vie pourrait finalement lui plaire, lorsqu'elle découvre que le peuple est venu en masse pour les acclamer. À son arrivée au balcon de Buckingham, galvanisée par les hurrahs de la foule, elle se faufile jusqu'au premier rang. Et elle va même créer la surprise en saluant spontanément ses futurs sujets. Ce geste lui est venu naturellement. Personne d'autre n'aurait fait naturellement un mouvement aussi particulier. Le fameux salut royal qui consiste en fait à dévisser un peu une ampoule, et elle le fait impeccablement. C'est essentiel ce moment. C'est le moment où elle prend la mesure de son futur rôle de reine. Ce balcon de Buckingham allait désormais faire partie de sa vie, être le lieu d'à peu près tous les événements les plus importants de son existence. Et la jeune princesse va rapidement découvrir que sa vie de futur monarque est aussi faite de grandes responsabilités. 2 ans plus tard, le 3 septembre 1939, le roi George VI s'adresse à ses sujets. In this grave hour, perhaps the most fateful in our history,
I send to every household of my people, both at home and overseas, this message. For the second time in the lives of most of us, we are at war. L'Angleterre vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. George VI refuse de collaborer avec Hitler. The task will be hard. With God's help, we shall prevail. Le roi ne flanche pas et marque son règne par ce discours, mais il sait que la réponse de l'Allemagne risque d'être terrible. Dès lors, en septembre 1940, l'aviation allemande s'abat sur Londres. L'opération sera baptisée le Blitz, la foudre. Ce sont des vagues de bombardiers qui arrivent et qui déversent des tonnes de bombes, d'abord sur les installations portuaires de Londres, donc pour casser la puissance économique. Et puis ensuite, Hitler décide de bombarder toute la ville pour casser le moral de la population. Soudain, on est là avec les bombes, les avions. Moi, j'habitais pas très loin et Buckingham Palace était bombardé. Buckingham bombardé, c'est la famille royale qui est en danger. Le Premier ministre Winston Churchill demande alors au roi de s'exiler au Canada avec sa femme et ses filles. Mais pour George VI, l'honneur des Windsor est en jeu. Son frère, l'ancien roi Édouard VIII, ne cache plus ses sympathies nazies. Il a même été photographié en compagnie d'Hitler avant la guerre. Dès lors, le roi d'Angleterre se doit d'être exemplaire. La reine et le roi ont tapé du poing sur la table et ont dit « Il n'en est pas question. Nous allons rester à Buckingham et nous allons prendre le risque. » La reine-mère a ajouté « Comment pourrions-nous regarder le peuple dans les yeux si nous fuyions avec le roi ?» Et pour montrer aux Britanniques qu'ils ne les abandonnent pas, le roi et la reine apparaissent en grande tenue sur les ruines d'un des quartiers les plus touchés de la capitale. Même Churchill ne peut que saluer leur courage. Mon grand-père trouvait que leur attitude était un acte de bravoure et d'autorité très impressionnant et touchant. Que c'était très royal de rester dans le cœur de la capitale avec leurs sujets, affrontant exactement les mêmes bombardements et prenant les mêmes risques que n'importe qui. Le roi et la reine sont restés, mais ils ont tenu à éloigner leur fille des bombardements. Depuis le début du Blitz, Elisabeth et Margaret sont cachées ici, dans le château familial de Windsor, à 1 heure de la capitale. Pour autant, elles vont être mises à contribution pour soutenir le peuple anglais. Elisabeth doit lire à la radio un message pour les enfants victimes du conflit. C'est sa première déclaration officielle. Elle n'a que 14 ans. We are trying to do all we can to help our gallant sailors, soldiers and airmen. And we are trying too to bear our own share of the danger and sadness of war. On la sent pénétrer de l'importance du message qu'elle est chargée ce jour-là de délivrer. My sister is by my side and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all. Ce message marque les Britanniques, car Elisabeth surprend par sa maturité. Et plus le temps passe, plus elle gagne leur respect. 4 ans plus tard, alors que la guerre perdure, la princesse décide de s'engager dans l'armée. Elle vient d'avoir 18 ans et a vu partir au front toute une génération d'aristocrates britanniques qui ne sont jamais revenus. Elle veut absolument participer à l'effort de guerre. Elle ne veut pas être la seule à rester les bras croisés. En février 1945, Elisabeth rejoint le camp de Camberley. Devenu le matricule 230-873,
Elle y apprend à conduire et réparer des véhicules de secours. La princesse héritière n'est plus qu'un soldat parmi les autres. C'était merveilleux de voir la princesse en uniforme qui conduisait une ambulance. Elle porte l'uniforme. Elle contribue à l'effort de guerre comme n'importe quel engagé des forces armées britanniques. Princesse ou femme du peuple, c'est pareil. Un symbole fort que George VI vient saluer en personne à l'occasion du 19e anniversaire de sa fille. Le roi et la future reine, tous deux en uniforme, l'image renforce encore un peu plus le lien qui unit les Britanniques à leur nouvelle famille royale. Le 8 mai 1945, les Anglais célèbrent la victoire des Alliés dans les rues de Londres. Depuis son balcon de Buckingham, Élisabeth est frustrée de devoir vivre ce moment historique, cloîtrée dans le palais. Mais face à un tel enthousiasme, ses parents finissent par l'autoriser à descendre dans la rue. Accompagnée de sa sœur et de sa cousine, elles vont donc passer quelques heures incognito parmi la foule. La foule est partout, avec des gens en train de chanter, de danser, de faire les fous. Vous voyez? On se faufile parmi les gens et on arrive devant les grilles. Et là, on se met à crier avec tout le monde. « Nous voulons le roi !» Élisabeth se souviendra toujours de cette journée unique, où elle n'était qu'une Britannique, comme les autres. We walked miles through the streets. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall, all of us just swept along on a tide of happiness and relief. It was one of the most memorable nights of my life. Élisabeth trace inexorablement sa route vers le trône. Et les Windsor doivent saisir chaque occasion de convaincre le peuple de sa capacité à régner. Alors, le jour de sa majorité, tandis que toute la famille royale est en voyage en Afrique du Sud, un discours a été préparé pour Élisabeth. Le message qu'elle doit adresser à ses futurs sujets est simple. À 21 ans, elle est prête à prendre la relève. This is a happy day for me, but it is also one that brings serious thoughts. Thoughts of life looming ahead with all its challenges and with all its opportunity. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Ce discours sera toujours considéré par les Britanniques comme le discours fondateur de son règne. Elle montre ici qu'elle a bien compris que sa vie allait être faite d'obligations et de devoirs. Et le prochain sur la liste, c'est de trouver un époux, fonder une famille et offrir au royaume un héritier. Mais la jeune femme n'entend pas se laisser imposer qui que ce soit. Elle va plutôt se fier à son instinct, car depuis plusieurs années, elle a un homme dans sa vie. Un homme qu'elle a rencontré lorsqu'elle n'avait encore que 13 ans. Au cours de l'été 1939, Élisabeth et sa sœur accompagnaient leurs parents à l'école navale de Dartmouth, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est là que sont formés les membres de la prestigieuse Royal Navy. Une visite très protocolaire, ponctuée de moments plus distrayants pour les princesses. Parmi les cadets, un certain Philip Mountbatten semble charmer Élisabeth. La future reine a 13 ans, Philippe en a 18, elle est très impressionnée par lui. Élisabeth ne le quitte pas des yeux.
Philippe frime un peu. Il faut dire qu'il est très séduisant. Il a toujours été très beau garçon. On serait toutes tombées amoureuses de lui. Parce que Philippe est un cousin éloigné, le roi et la reine lui ont demandé de tenir compagnie à Élisabeth le temps de la visite. Mais ils n'imaginaient pas un seul instant que leur fille allait tomber amoureuse. Il y a une photo de leur première rencontre très touchante, dans le jardin. On voit Philippe, qui se tient bien droit, puis qui se penche un peu vers elle, car il est très grand. Et Élisabeth n'est pas très grande, elle est même plutôt petite. On voit bien qu'il est extrêmement charmant. Et elle a l'air enchantée. Enfin, elle est carrément bouleversée. Élisabeth est sous le charme, mais son père ne cautionne pas. Philippe n'est pas britannique, et il a en plus des origines allemandes. Dans l'entourage immédiat du couple régnant, on s'inquiète, la Grande-Bretagne est en guerre avec l'Allemagne. Et donc les origines de l'homme qu'apparemment et la princesse Élisabeth s'est choisie, oui, sont un problème. Et ce n'est pas tout. Philippe a 3 sœurs qui ont épousé des dignitaires nazis. De quoi raviver chez le roi les craintes d'un nouveau scandale, après les photos de son propre frère, aux côtés du Führer. Mais le temps passe, et Élisabeth grandit. Philippe finit ses classes et part combattre en Méditerranée, puis dans le Pacifique. Elle entretient avec lui une correspondance assidue, jusqu'à la fin de la guerre. Les années de guerre ont beaucoup changé. Élisabeth, la jeune femme, s'est métamorphosée, sa personnalité s'est considérablement affirmée. Elle a maintenant 20 ans, elle a la force de caractère, elle a la personnalité suffisante pour pouvoir tenir tête à ses parents, et c'est exactement ce qu'elle va faire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Philippe finit par la demander en mariage. Et Élisabeth n'hésite pas une seconde. Elle ne demande même pas la permission à son père, comme le protocole l'y oblige pourtant. Ça fait tellement longtemps qu'elle est amoureuse de lui qu'elle est aux anges quand il la demande en mariage. Les parents d'Élisabeth comprennent très rapidement qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'opposer au choix de leur fille qui est extrêmement déterminée. Aux yeux du roi, ce sont surtout les faits d'armes du fiancé qui vont plaider en sa faveur. Il est très clair que le rôle de Philippe pendant la guerre, qui a servi son pays dans la Royal Navy, a joué un grand rôle dans l'acceptation de Philippe. Philippe prend même la nationalité britannique pour pouvoir épouser Élisabeth. Des noces qui tombent à point nommé pour la couronne. Car en cette fin d'année 1947, l'après-guerre et ses privations continuent de faire souffrir le peuple britannique. Alors un mariage princier est l'occasion d'offrir au sujet un moment de joie collective. Tout le monde est heureux que la princesse se marie. On ne sait pas grand-chose de son prince, mais il a l'air très gentil et il est très beau. Tout le monde est enchanté. Tout le monde semble se réjouir de ce mariage, sauf peut-être le roi George VI. Le père d'Élisabeth a le cœur serré, et il le dira à sa fille dans une lettre, quelques jours plus tard. « J'étais si fier de toi, et heureux de te sentir tout contre moi en remontant la longue allée de l'abbaye de Westminster. Mais quand j'ai donné ta main à l'archevêque, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose de très précieux. Je vois bien que tu es extrêmement heureuse avec Philippe, et je m'en félicite. Mais ne nous oublie pas. Signé ton papa dévoué, qui t'aimera toujours. » Les mots tendres d'un père qui voit partir sa fille, mais qui comprend que ce mariage va dans le sens de l'histoire. Le devoir de succession est en marche, et un an plus tard. It has just been announced from Buckingham Palace that Her Royal Highness, the Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh, was safely delivered of a prince at 9:14 p.m., and that Her Royal Highness and her son are both doing well. Le prince Charles vient de naître. La couronne a un nouvel héritier. Mais Élisabeth ne va pas vraiment avoir le temps d'en profiter.
elle doit se plonger dans les arcanes de la monarchie britannique. Même si elle se prépare depuis une quinzaine d'années, elle a encore beaucoup à apprendre pour être opérationnelle sur le trône. Ce qui lui manque, c'est l'aspect institutionnel. Quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses prérogatives, que peut-elle demander au Premier ministre, à quoi peut-elle s'opposer, tout cela, elle doit l'apprendre. Sa principale fonction sera de représenter la couronne britannique partout dans le monde. Et il lui faudra se comporter en public comme une reine. C'est quelque chose de très fort. La reine incarne la nation. De fait, elle représente le peuple britannique, donc c'est à ce titre-là, bien évidemment, qu'on la reçoit. Et en ce mois de mai 1948, pour la première fois, la jeune princesse est envoyée seule en voyage officiel. Cela fait partie de sa formation. Un baptême du feu qu'elle va faire en France, à l'invitation du président Auriol, pour l'inauguration d'une exposition sur la Grande-Bretagne. Elle appréhende ce déplacement. La France et l'Angleterre sont deux sœurs ennemies. Mais pour séduire les Français, la princesse a un atout. Elle a appris leur langue depuis son plus jeune âge, avec une gouvernante française. C'est la première fois, en effet, que je quitte le sol britannique. Je suis particulièrement heureuse que ce soit pour venir en France. Si cette exposition vous aide à comprendre mieux encore notre passé et notre présent, elle aura réellement contribué à affermir cette union franco-britannique à laquelle je tiens tant. Les Français sentent qu'elle aime la France. Et quelque part, ils lui manifestent aussi de l'affection. Parce que l'Angleterre, c'est quand même le pays qui nous a sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où Élisabeth commence à émerger sur la scène européenne. Elle est très jolie et elle parle très bien français. Le cortège traverse alors la capitale et la princesse reçoit un accueil triomphal. En entendant les Parisiens crier « Vive la reine, vive la reine », elle s'est tournée vers le président Vincent Auriol et elle lui a dit « Mais comment les Français ont-ils pu guillotiner leur roi ?» Ce premier déplacement officiel est un tel succès que la couronne va la solliciter de plus en plus. Parallèlement, l'année suivante, Élisabeth mettra au monde son deuxième enfant, Anne. Puis viendra ce jour de 1952, son dernier voyage en tant que princesse. Élisabeth et son époux doivent s'envoler pour un périple de plusieurs mois dans le Commonwealth. Son père a tenu à les accompagner jusqu'à l'aéroport et il n'a pas hésité à braver le froid, alors qu'on le dit très affaibli. Le visage du roi est tendu, angoissé. Il avait l'air affreusement malade. Elle n'a pas dû partir sereinement. Il avait une mine vraiment terrible. George VI est monté dans l'avion pour embrasser sa fille. Il a même demandé à sa gouvernante de veiller sur elle, une attention qui se révélera prémonitoire. Une semaine plus tard, alors qu'Élisabeth est en voyage au Kenya, le prince Philippe décide de s'isoler avec son épouse. Il vient de recevoir de Londres une sombre nouvelle. Le roi George VI vient de mourir. C'est sa responsabilité de l'annoncer à sa femme. Elle allait avoir besoin de réconfort. Élisabeth vient de perdre son père adoré. La jeune femme de 25 ans est au bord des larmes, mais elle décide de ne rien montrer. Elle ne se serait jamais permis de montrer quoi que ce soit en public. Elle contrôle totalement ses émotions, bien qu'elle soit dévastée. Elle est d'abord triste en pensant « Mon père est mort ». Mais immédiatement après, c'est « Oh mon Dieu, le roi est mort et je vais devoir prendre sa place ». Après 15 ans de règne,
George VI s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 56 ans. Depuis des mois, il souffrait d'un cancer du poumon. Élisabeth écourte aussitôt son voyage et rentre à Londres dès le lendemain. Une fois devant le fait accompli, vous devez foncer. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, elle s'est jetée à l'eau. À son arrivée, Élisabeth apparaît en tenue de deuil. Comme le prévoit le protocole pour tous ses voyages, elle l'avait emportée avec elle. Partie princesse, elle rentre reine. À sa descente d'avion, un homme l'attend en bas de la passerelle. C'est son Premier ministre, Winston Churchill. Il lui témoigne immédiatement son soutien. On voit bien combien mon grand-père est bouleversé par la mort de George VI. Et combien il veut aider et tendre la main à la jeune reine. Homme politique d'expérience, héros de la Deuxième Guerre mondiale, à 77 ans, Churchill est celui qui désormais va enseigner à Élisabeth son métier de reine. Très vite, avant même son couronnement, ils commencent leurs audiences hebdomadaires. Winston Churchill connaît Élisabeth depuis longtemps. Il lui reconnaît des qualités, mais il sait aussi que c'est une jeune femme qui n'a que 25 ans et il dit d'elle, mais ça n'est encore qu'une enfant. Dès leur premier contact, une relation de confiance s'installe entre le Premier ministre et la jeune reine. Churchill va livrer à Élisabeth les secrets de la monarchie constitutionnelle. Churchill va façonner ses convictions conservatrices qui vont marquer la première partie de son règne. Le principe fondamental et sacré de notre monarchie constitutionnelle, c'est que la reine doit rester neutre, au-dessus de la scène politique. Un principe vieux de 150 ans, à l'époque où régnait Victoria, l'aïeule d'Élisabeth. Afin de protéger le souverain, son rôle politique a été considérablement réduit. Chaque ministre et chaque politicien fait attention à ne jamais poser une question politique à la reine. Parce que si elle répond, et que sa réponse est impopulaire, alors toute la magie de notre système est détruite. Entre la reine et son Premier ministre, un lien très profond se noue. L'homme devient pour elle une sorte de mentor. Il l'aime. Enfin, il l'aime. Il l'adore. Et il voit en elle de très grandes qualités. Winston Churchill a une vision très romantique de notre histoire et de la monarchie. Et je crois que ça a créé un lien fort entre eux. C'est quelque chose qu'ils ont en commun. Mais Churchill n'a pas toujours le dernier mot. Ce sont les tout débuts de la télévision, et Élisabeth veut que son couronnement soit retransmis en direct. Une première mondiale qui n'est pas du goût du Premier ministre. Il insiste énormément. Il ne veut pas que le couronnement soit télévisé. Il pense que ce serait terrible d'introduire des caméras de télévision dans un moment aussi solennel et sacré. Mais Élisabeth a déjà compris l'importance de l'image. Pour asseoir son autorité, le monde entier doit la voir reine. Les réticences de Churchill n'y changeront rien. La retransmission de la cérémonie sera l'un des actes fondateurs d'Élisabeth II. Dès lors, pour être parfaite le jour J, elle s'inspire du couronnement de son père, filmé pour les archives royales. Elle analyse chaque détail et s'entraîne inlassablement avec son fils Charles, pour unique spectateur. Au sol de la salle de bal, on a scotché des repères et elle répète inlassablement ces scènes qui seront celles du couronnement de juin 53. Le 2 juin 1953, après 18 mois de deuil national, Élisabeth est couronnée. C'est donc le premier événement retransmis en mondiovision.
Les ventes de téléviseurs explosent. 100 millions de téléspectateurs dans le monde sont derrière leur poste. Et 3 millions de personnes ont envahi les rues de Londres pour suivre le parcours du carrosse royal. Tout le long de la grande avenue, il y a des drapeaux qui flottent. Les gens crient et essaient de voir à l'intérieur des carrosses s'ils ne reconnaissent pas quelqu'un. La plupart d'entre eux ont passé la nuit sur place. Ils ont dormi là. Et comme il a plu dans la nuit, ils ont dû être trempés. Mais ils nous acclament. Tout le monde est heureux. Arrivée à l'abbaye de Westminster, la reine apparaît entourée de ses demoiselles d'honneur. Des jeunes filles sélectionnées parmi la plus haute aristocratie britannique. Je la regarde et je me demande ce qui peut bien lui passer par la tête. Elle a l'air incroyablement sereine, ni heureuse, ni triste, mais elle a l'air à son aise. On se met à nos places. La reine se tourne vers nous et nous dit « Vous êtes prêtes, les filles ?» Alors on éclate toutes de rire et on répond « Oui, madame ». On se dit « Mon Dieu !» Tout le monde entier doit être en train de nous regarder, le monde entier. C'est tellement effrayant. Il vaut mieux ne pas y penser. I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? Élisabeth exécute minutieusement les gestes qu'elle a appris par cœur. Sous le regard attentif de son fils Charles, c'est lui le prochain roi dans l'ordre de succession. Il sera peut-être à sa place un jour. À la fin de la cérémonie, la reine rejoint le palais de Buckingham, acclamée par la foule et visiblement soulagée. La reine a vraiment l'air heureuse. Elle est consciente qu'elle s'en est très bien sortie. Et elle nous dit « Merci les filles ». Une nouvelle fois, Élisabeth se retrouve au balcon de ce palais. Mais ce jour-là, elle y tient le rôle principal. Il y a un grand vent d'optimisme, d'espoir. Les gens se disent « C'est une nouvelle ère élisabéthaine, ça va être merveilleux ». Cette année-là, Élisabeth II sera élue femme de l'année par le Time Magazine. Un encouragement pour la jeune reine qui accède au trône alors que le monde est en pleine mutation. 7 ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe pense encore ses plaies et les colonies se battent désormais pour leur indépendance. En à peine 5 ans, l'Empire britannique s'effondre. Certains pays vont tout de même rester fidèles à la couronne britannique en entrant dans une communauté de nations baptisée Commonwealth. Élisabeth demeure la souveraine de tous ces États et elle entend bien le faire savoir. Quelques mois après son couronnement, Élisabeth embarque à bord du Britannia, un palais flottant spécialement conçu pour elle. Des Caraïbes à l'Océanie, en passant par l'Afrique, la jeune reine part 5 mois à la rencontre de ses sujets du bout du monde. Certains, comme les Australiens ou les Néo-Zélandais, n'avaient encore jamais vu leur monarque. Élisabeth est également la première souveraine à prendre des bains de foule. Dès le début de son règne, elle marque sa différence et son territoire.
Elle réussit à faire en sorte que cet incroyable maillage de pays lointains demeure fidèle à la couronne britannique. Élisabeth profite de ses voyages pour s'imposer. À ses côtés, son époux, le prince Philippe, l'aide à travailler son image. Jour après jour, ils travaillent ensemble à faire émerger le style de reine qu'allait devenir Élisabeth. Elle ne veut pas être considérée comme une femme faible, mais comme un personnage. Après ce long tour du monde, Élisabeth rentre à Londres. Il est temps de reprendre son costume de mère de famille pour s'occuper de ses 2 enfants restés en Angleterre. Comme chaque été, toute la famille s'installe au château de Balmoral en Écosse. Cette année-là, Élisabeth demande à ce qu'un petit film de vacances soit réalisé pour donner aux Britanniques des nouvelles de la famille royale et leur montrer que tout va bien. Un bonheur de façade, car en février 1957, des rumeurs circulent dans la presse étrangère. Ce sont les Américains qui l'affirment. Le prince Philippe serait infidèle à la reine. C'est un jeune homme qui aime s'amuser. C'est un jeune père, et il est dans cette position très particulière de regarder son épouse avoir de plus en plus de responsabilités, avoir de plus en plus d'autorité. Honnêtement, cette année-là, le mariage n'est sans doute pas aussi solide qu'il l'a été. Une première crise familiale que la reine va devoir gérer. Mais elle connaît les règles. Pour étouffer ce genre de scandale, il suffit de le nier. Bien sûr, elle se sent profondément offensée et blessée par ces rumeurs. Mais pour le bien de tous, elle dit « Je vais montrer que je n'en crois pas un mot ». Le but du jeu, en tout état de cause, est de sauver la face, d'apparaître unis, de ne montrer aucune émotion. Never explain, never complain. On ne dit jamais rien, on n'explique jamais rien. Élisabeth sauve les apparences. Mais elle prend conscience que Philippe a besoin de reconnaissance. Et il y a une question sur laquelle ils sont en désaccord depuis des années, le nom de famille de leurs enfants. La famille royale, c'est les Windsor. Et ce nom qui a été choisi par George V en 1917. Par conséquent, les enfants doivent s'appeler Windsor. Il y a toujours cette impression dans l'aristocratie que Philippe est une pièce rapportée. Et la dernière chose qu'il souhaite, c'est qu'il fonde sa propre dynastie. Jusqu'ici, Élisabeth avait toujours défendu cette règle. Mais en 1960, elle décide par décret que leurs futurs enfants s'appelleront désormais Mountbatten-Windsor. C'est une déclaration d'amour. C'est la preuve que la reine affirme « Voici mon mari, il est l'homme que j'aime, avec qui j'entends fonder une grande famille, et personne n'a le droit de le traiter comme un intrus. » C'est aussi la preuve qu'elle est aujourd'hui une femme qui a mûri, qui a grandi dans son rôle, qui est aujourd'hui sûre de ses convictions, sûre de ses choix, et surtout décidée à les imposer au reste du monde, que ça plaise ou non. Les 2 derniers enfants du couple, le prince Andrew, né quelques semaines après ce décret, et le prince Édouard, qui naîtra en 1964, porteront donc les 2 noms. Philippe est ravi. Il accepte même de prendre en charge l'éducation des héritiers, pendant que la reine dirige le pays. Il répond « Bien sûr, je vais le faire. Je vais porter la culotte à la maison pour être sûr que tout se déroule au mieux chez nous. Que la famille se porte aussi bien que possible, comme n'importe quelle famille. De façon à ce que la reine, elle, puisse porter la couronne. » Pendant que la reine règle ses histoires de famille, l'Angleterre, elle, est en pleine mutation.
En ce milieu des années 60, Londres devient le berceau de la pop culture. 15 ans après la fin de la guerre, les jeunes s'émancipent, les jupes raccourcissent, les mœurs se libèrent et les Beatles révolutionnent la musique. Ce vent nouveau souffle sur le monde entier, c'est le Swinging London. Quelle place pour la famille royale dans tout ça? Tout le monde pense que la monarchie va perdre de son influence. Les membres de la famille royale apparaissent profondément ennuyeux. Ils sont juste là, ils existent, mais ils sont très démodés. Ils s'habillent bizarrement, de façon vraiment ringarde. Ils ne parlent pas comme tout le monde. La famille royale semble vraiment très loin de nous. Un conservatisme dans lequel la famille royale va s'enfermer encore un peu plus. Charles, l'héritier du trône, aura une éducation stricte. Ce fut un choix dramatique qui aura des conséquences catastrophiques. En cette rentrée 1962, le prince Charles, âgé de 13 ans, intègre le pensionnat du collège de Gordonstoun, en Écosse. C'est son père qui l'a envoyé ici, car il a lui-même fréquenté l'établissement. Il pense que Charles a grand besoin de quitter le confort du palais royal. Il voit Charles comme un romantique, un garçon doux et rêveur. Il sait aussi la difficulté de la tâche qui l'attend en tant que futur roi. Et donc, il estime nécessaire d'endurcir son fils. Il a l'impression que Charles est peut-être un peu gnangnan. Vous savez, un peu gâté. Enfin, pas vraiment gâté, mais peu sûr de lui. L'aristocratie britannique a l'effroyable habitude de maltraiter ses enfants et de les envoyer dans des endroits affreux, qui les répugnent. Mais ces grandes familles pensent que c'est ce qui fait d'eux des hommes. Charles va clairement subir sa scolarité en Écosse. Le lieu est des plus austères, l'exercice physique quasi militaire et la camaraderie virile. Rien à voir avec l'existence surprotégée qu'il a connue jusqu'ici. Le tempérament de Charles est tellement éloigné de cette école, si dure, si rugueuse, si intimidante. C'est l'enfer pour lui. Charles est très malheureux là-bas. Futur roi, chétif, affublé de grandes oreilles décollées, Charles sera le martyr de ses camarades de classe. Un calvaire qui durera les 5 interminables années de sa scolarité à Gordonstoun. À 18 ans, il quitte le pensionnat écossais pour l'université, meurtri, mais surtout assoiffé de liberté. Dès lors, quelques années plus tard, lorsqu'il rencontre l'amour de sa vie à 21 ans, il va en oublier son statut de futur roi. Elle s'appelle Camilla Shand. C'est une aristocrate anglaise, à peine plus jeune que lui. Elle a tous les critères pour qu'il puisse demander sa main, à ceci près que les deux amoureux vont aller trop vite. Le drame de Charles et Camilla, c'est qu'ils se sont rencontrés trop jeunes. Il est tombé amoureux d'elle, il a couché avec elle, et à partir du moment où ils avaient couché ensemble, elle n'était plus vierge. Et dès lors, c'est une impasse. Elle n'est plus qualifiée pour être reine d'Angleterre. Il faut qu'elle soit pure, sans tache, une véritable rose anglaise. Il faut que la population tout entière veuille l'embrasser. C'est très important à l'époque. C'est comme une loi non écrite. Le prince doit épouser une vierge. Camilla ne pourra jamais être sa princesse ou sa reine. Et Charles l'a compris. Un événement va mettre un terme à cette romance sans avenir. En novembre 72, Charles s'embarque dans la Royal Navy. À son retour, il apprendra que Camilla en a épousé un autre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Charles et Camilla continuent de se fréquenter. En février 1975, ils sont photographiés ensemble à la sortie d'un théâtre londonien. C'est à ce moment-là que la reine commence à s'inquiéter pour l'avenir de son fils et de son histoire d'amour avec une femme désormais mariée.
Il ne faut pas oublier que la reine elle-même s'est retrouvée sur le trône à la suite d'un scandale de ce genre-là. Alors comment, 30 ou 40 ans plus tard, le prince Charles pourrait-il suivre ce chemin-là? Parallèlement, Charles enchaîne les aventures et il mène une vraie vie de playboy. Le voici en charmante compagnie au carnaval de Rio, à la veille de ses 30 ans. Apparemment, il est temps pour la reine de remettre le futur roi dans le droit chemin. C'est un coureur. Il a des tas de petites amies. Pour la monarchie, ça ne renvoie pas la meilleure image. Il y a une réelle pression de la famille royale, notamment du prince Philippe, pour que Charles trouve quelqu'un et calme le jeu. Il va avoir 30 ans, il est temps pour lui de se marier et de faire son devoir, à savoir avoir un héritier. Dès lors, il faut trouver la perle rare pour Charles. Un casting est même lancé parmi ses nombreuses conquêtes. Il y a Anna Wallace, dont le grand-père était un écuyer royal. Il y a Jane Wellesley, la fille du duc de Wellington. Et il y a Sarah Spencer, de la grande famille Spencer. Mais Sarah Spencer, comme toutes les autres, n'a plus le profil d'une future reine. En revanche, elle a une petite sœur, Diana. Elle a 17 ans. Lorsqu'elle était 1980, la reine l'invite à passer le week-end à Balmoral. À 5 heures de l'après-midi, je descends à l'entrée du château. Je guette cette petite voiture et j'attends que cette timide jeune fille arrive avec sa valise. Elle est merveilleusement attirante, très belle, très naturelle aussi. Elle semble tout simplement parfaite. Diana connaît Charles depuis longtemps. Il venait régulièrement chez elle quand il était le petit ami de Sarah, sa sœur. À l'époque, elle devait avoir à peine 14 ans. C'était une jeune fille qui regardait ce prince en rêvant de devenir elle-même princesse. Ce week-end, c'est donc l'examen de passage pour Diana. Et elle le sait. Elle doit montrer à la reine qu'elle est à la hauteur de ses ambitions pour le futur roi. Elle participe aux jeux, aux promenades, aux dîners, aux conversations sur le temps et les chevaux. Elle adore les animaux. Elle comprend instinctivement le monde de la famille royale. Et Élisabeth tombe sous le charme de cette jeune femme timide. Belle, bien élevée et de bonne famille, elle a tout de la princesse idéale. Charles n'est pas amoureux, mais pour satisfaire sa mère, il accepte ce mariage arrangé. Quelques mois plus tard, les fiançailles sont officiellement annoncées. Une interview du couple est alors accordée à la télévision anglaise, mais le prince héritier va avoir du mal à dissimuler son manque d'enthousiasme. What point did you decide that this was the right lady for you? I mean, well, gradually. I suppose towards the end of the summer and the autumn last year. And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Je crois que cette petite phrase, « Tout dépend de ce qu'on appelle l'amour », en dit long. Ça veut dire, je ne suis pas très sûr de moi, je ne sais pas si ça va marcher. Ça aurait dû être un signal d'alarme. Tout n'allait sans doute pas pour le mieux. Mais sur le moment, personne ne prête attention à cette petite phrase. Tout le monde veut croire au conte de fées, et la famille royale va tout faire pour l'entretenir. Le 29 juillet 1981, le mariage de Charles et Diana est célébré. Un carrosse emmène la princesse jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. La robe de la mariée est dotée d'une traîne de 8 mètres de long. Elle deviendra l'une des plus copiées au monde. Plus de 750 millions de téléspectateurs suivent la cérémonie en direct. Les médias l'appelleront
le mariage du siècle. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live? I will. Du bout des lèvres, Charles jure amour et fidélité à Diana. Et la belle ingénue devient officiellement princesse de Galles, le rang le plus élevé après la reine. Les Britanniques l'adoptent immédiatement. On les acclame, on crie, on vous aime, vous serez une reine formidable. J'en ai la chair de poule et des frissons d'excitation jusque dans la nuque. C'est vraiment un jour que je n'oublierai jamais. Une nouvelle fois, l'histoire du royaume s'écrit au balcon de Buckingham. Les jeunes mariés échangent un timide baiser qui passera à la postérité. Ça ressemble vraiment à l'histoire d'amour parfaite. Une délicieuse jeune femme qui embrasse son époux sur ce balcon célèbre. Après coup, la reine s'offusquera en privé de ce baiser. Mais ce jour-là, elle est ravie. Son fils est marié et l'avenir de la dynastie est assuré. La reine ressemble à un enfant avec un nouveau jouet. Elle est radieuse. Le bonheur de la reine, ce jour-là, est teinté de soulagement. Un bonheur de courte durée. Deux mois après le mariage, Charles et Diana passent quelques jours au château de Balmoral. Et déjà rien ne va plus. La princesse attend leur premier enfant. Elle devrait être au comble du bonheur, mais elle a des doutes sur la fidélité de son mari. Elle avait découvert que Charles était toujours en contact avec Camilla. Elle ne le croyait pas quand il disait que c'était du passé. Dès lors, Diana s'isole et reste à l'écart de toute la famille. Elle ne semble plus apprécier les activités de plein air en Écosse. Elle fond en larmes tout le temps. On pourrait mettre ça sur le compte de la grossesse, car William est un bébé de lune de miel. Mais l'idée sous-jacente, c'est vraiment qu'elle se rend compte qu'elle a fait une terrible erreur. Commencent alors des scènes étranges où Diana se dispute avec Charles. Pour la reine, tout cela est inacceptable. Quels que soient ses problèmes conjugaux, Diana est désormais princesse de Galles. Elle doit garder ses états d'âme pour elle. Elle a signé pour ça. Ce n'est pas une vie facile. Elle le sait. Il y a beaucoup d'avantages à être princesse et membre de la famille royale. Mais pour tout cela, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'image publique. La reine décide alors de la convoquer pour lui rappeler ses obligations. Il faut voir la famille royale comme une machine, un véritable family business. Et l'image, ça compte énormément. Diana semble avoir compris les enjeux et elle accepte de jouer son rôle. Dans les années qui suivent, elle ne se plaint plus et donne 2 héritiers à la couronne. William, suivi 2 ans plus tard de Harry. De quoi rassurer la reine, qui a d'autres problèmes à régler. Depuis plusieurs mois, le royaume est à feu et à sang. You saw the scenes which went on in television last night. I must tell you that what we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not. If we've got to stop out, well, November or December, we'll beat this no-violent government. Au printemps 1984, les mineurs du nord de l'Angleterre s'engagent dans une grève partie pour durer.
il conteste les fermetures massives décidées par le nouveau Premier ministre britannique. C'est une femme, la première à ce poste, et elle gouverne l'Angleterre d'une main de fer. Elle s'appelle Margaret Thatcher. C'est un Premier ministre qui rompt avec la pratique de la recherche du consensus qui avait été le maître mot de la politique britannique de 1945 à 1979. Une des plus grandes forces de Margaret Thatcher, c'est qu'elle se fiche d'être impopulaire. Et la reine non plus n'aime pas beaucoup cette fille d'épicier qui sème le chaos dans le pays. L'accent un peu forcé de Margaret Thatcher, sa voix un tantinet hystérique, sa détermination déplaisent à Élisabeth. Ce n'est pas qu'elles ont des désaccords, c'est juste qu'entre elles, ça ne colle pas. Mais la reine ne comprend pas l'entêtement de son Premier ministre face aux mineurs. La seule réponse du gouvernement a été de leur envoyer les forces de l'ordre. Quand nos hommes vont sur les piquets de grève, ils sont bousculés par les policiers qui sont vraiment très très violents avec eux. C'est vraiment devenu une lutte très très intense. Je dirais même qu'à ce moment-là, la Grande-Bretagne a frôlé la guerre civile comme jamais depuis 200 ou 300 ans. La répression est telle que les femmes de mineurs entrent alors dans le mouvement. Et elles pensent qu'une personne va pouvoir les aider, la reine. Au cours de l'été, elles lui écrivent une lettre. Votre Majesté, nous, les femmes des communautés de mineurs britanniques, en appelons à votre soutien dans notre lutte pour défendre une industrie cruciale pour le bien-être de nous tous. Nous vous demandons, Votre Majesté, de parler pour nous et de nous aider à défendre nos familles, nos communautés. Pour nous, la reine, c'est vraiment la mère de la nation. Elle a une famille, elle aussi. Elle ne peut que comprendre que nos familles sont attaquées, méprisées, que nous avons faim, que nous n'avons plus ni vêtements ni chaussures pour nos enfants. Peut-elle éviter quoi que ce soit de ce qui est en train de se passer? C'est la raison d'être de cette lettre. On est nombreuses à penser que la reine fera une sorte de déclaration publique, dans la presse par exemple, à propos de ce qui se passe et de ce qu'elle en pense au fond d'elle. Mais ces femmes semblent ignorer que la reine ne peut pas se prononcer publiquement sur les questions politiques. Elle ne doit apparaître ni de droite ni de gauche aux yeux du peuple. Et même ses audiences hebdomadaires avec Margaret Thatcher n'y changeront rien. Sur la gestion du pays, la reine n'a aucun pouvoir. Elle ne peut rien y faire. Elle est coincée entre le marteau et l'enclume. Bien sûr, la reine ne se réjouit pas de voir son peuple aussi divisé. Mais en aucune façon, elle aurait pu dire « Vous devez négocier avec les mineurs, vous devriez faire ceci ou cela ». Ça, ce sont les affaires du Premier ministre. Elle peut poser des questions, discuter, débattre même, mais au bout du compte, elle se rangera toujours à l'avis de son gouvernement. La reine est incroyablement disciplinée et elle sait exactement comment elle doit se comporter au regard des règles constitutionnelles. Personne ne connaît le contenu de leurs entretiens. Mais ce qui est sûr, c'est que Margaret Thatcher n'a rien changé à sa politique et que la reine a déçu les femmes de mineurs qui perdent tout dans ce conflit. Pourquoi ne nous écrit-elle pas qu'elle est sensible à notre cause? Non, nous n'aurons aucune réponse. Margaret Thatcher restera à la tête du gouvernement jusqu'en 1990. 11 années au pouvoir qui marqueront l'histoire de l'Angleterre. Mais les années Thatcher sont aussi celles de l'explosion des tabloïds, ces magazines à scandale qui s'intéressent à la vie privée des personnalités. Et la famille royale, jusque-là intouchable, devient une cible de choix, en particulier le couple princier, dont les difficultés commencent à se savoir en dehors du palais de Buckingham. La presse américaine est la première à oser en parler. À l'automne 1985, pour la première fois, les déboires conjugaux de Charles et Diana sont étalés dans la presse.
La reine et son époux seraient inquiets. Ce n'est pas ce qu'ils vont montrer. Les révélations de la presse ne leur ont jusqu'à présent jamais fait peur. Comme ces rumeurs viennent des États-Unis, c'est plus facile à gérer, en disant que c'est des inventions américaines. Et puis on fait ce qu'on sait faire, on montre une famille heureuse. Comme au temps des rumeurs d'infidélité de Philippe 40 ans plus tôt, la reine préconise de riposter par l'image. Une équipe de télévision est invitée à venir filmer Diana et Charles dans l'intimité de leur palais. Il faut tenter de montrer que tout va bien. William et Harry sont très jeunes, c'est un film charmant. One more kiss, please. Steady. À grand renfort de mise en scène, Charles et Diana font leur devoir, rassurer l'opinion sur leur couple. What do you feel your role is? What is your contribution? I feel my role is supporting my husband, and whenever I can, and always being behind him, encouraging, and also, most important thing, being a mother and a wife. La vie des membres de la famille royale, c'est essentiellement deux choses. Ce que le public voit et ce qui se passe en coulisses. Mais c'est de la poudre aux yeux. I suspect most husbands and wives find that they often have arguments. But we don't. No. Ils jouent la comédie, ils font les acteurs. Les gens normaux, dans la vie normale, quand leur mariage bat de l'aile, vont sans doute mentir à leur famille. Eh bien, le prince Charles et Diana, eux, ils mentent au monde entier. L'illusion est parfaite et les rumeurs se taisent. Dans les années qui suivent, la presse garde un œil sur la famille royale, mais aucun scandale n'éclate. Jusqu'à la parution d'un livre qui remet tout en question en 1992. 92, c'est l'année du grand tournant, c'est là que ça commence à aller très mal. Le contenu du livre, on ne le découvre vraiment que le jour où il sort. Ce livre n'est autre qu'un recueil de confidences faites par Diana elle-même à un journaliste. La princesse déballe tout. En clair, le livre contient tout ce que la reine s'évertue à dissimuler au grand public depuis des années. Il y a un vieux proverbe dans les cercles royaux qui dit « Tu garderas ton chagrin pour toi ». Et s'épancher publiquement comme ça, ce n'est pas du tout du goût de la reine. Pour la reine, c'est une catastrophe. Vraiment. Voir ainsi la vie de la famille royale étalée au grand jour, c'est un choc horrible pour elle. Le drame du livre, Diana, sa véritable histoire, pour Diana, la reine, le prince Charles, pour toute la famille royale, c'est que c'est vraiment la véritable histoire. Pour la première fois, la famille royale est publiquement attaquée par l'un des siens. La reine décide alors de convoquer toute la famille. Elle pense pouvoir raisonner le couple princier grâce à une séance de thérapie familiale. C'est comme le conseil d'administration de l'entreprise familiale. Il faut qu'on se serre les coudes. Et effectivement, ils sont tous là. C'est une réunion de crise. La reine et le prince Philippe commencent à parler d'eux, des problèmes qu'ils ont connus dans leur propre mariage. Ils leur disent qu'ils comprennent que c'est difficile, la pression publique, la vie privée, etc. Le prince Philippe tente de donner la parole à Diana, mais la jeune femme éclate en sanglots. La reine dit alors « Charles, comment te sens-tu? Que veux-tu nous dire ?» Et Charles répond « Je ne vais rien dire du tout. Tout ce que je vais dire va se retrouver dans les journaux demain. » Et c'en est fini de la thérapie familiale. La reine se livre alors à ce que son mari va appeler la thérapie canine. Dans ces moments d'impasse, la reine part souvent s'isoler avec ses chiens pour réfléchir. Son père lui avait offert son premier corgi à l'âge de 7 ans. Elle en a depuis toujours eu à ses côtés.
Quoi qu'elle fasse avec ses chiens vaut toujours mieux que ce qu'elle peut faire avec les hommes. La reine a toujours eu de meilleures relations avec ses chiens qu'avec les gens. La conciliation a échoué. La reine comprend que cette fois, elle ne pourra pas sauver le couple princier. Elle n'a plus d'autre choix que d'en parler au Premier ministre John Major lors de leur audience hebdomadaire. L'avenir de la couronne est en jeu. Le prince Charles est constitutionnellement le prochain roi en lice. C'est donc un sujet d'intérêt tout à fait légitime. Ça n'a rien à voir avec de mauvais ragots. Ce n'est pas un problème politique, mais il est question de la survie de la monarchie. Le Premier ministre, c'est le conseiller numéro 1 de la reine sur la Constitution. Et quand il y a un problème de cet ordre-là, c'est au Premier ministre de prendre publiquement la parole. La reine demande donc à son Premier ministre de faire une annonce inédite dans l'histoire de la monarchie britannique. Statement to Prime Minister. It is announced from Buckingham Palace that with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. J'étais abasourdi parce qu'aucun précédent constitutionnel ne prévoyait que faire d'un prince héritier et d'une princesse de Galles séparés. Their Royal Highnesses have no plans to divorce. The House will wish to know that the decision to separate has no constitutional implications. The succession to the throne is unaffected by it. C'est primordial qu'on soit averti à la Chambre des communes, et on écoute cette annonce dans un silence de mort. The Prince and Princess will have the full support, understanding and affection of this House and of this country. Une séparation officielle, mais pas de divorce. Élisabeth refuse de changer le protocole. La reine est un peu prisonnière de sa génération, où l'on ne divorce pas. Le divorce, c'est un gros mot pour la famille royale. L'idée que le prince de Galles puisse divorcer est encore à des années-lumière. Par ce compromis, la reine pense avoir écarté le problème Diana. C'est sans compter sur l'immense popularité de la princesse. Malgré sa séparation, elle continue à être sollicitée dans le monde entier. Diana est invitée partout pour défendre de grandes causes. En 1994, par exemple, elle est en France pour la protection de l'enfance. Pour tous, elle reste une princesse adulée dont l'image ne s'est pas altérée. C'est une provocation envers la famille royale, dont la philanthropie est le terrain privilégié. C'est difficile, à mon avis, pour la reine Elisabeth de supporter qu'une autre qu'elle puisse être la reine des cœurs dans l'esprit des Britanniques. Le danger avec Diana, c'est qu'elle devienne plus populaire que la famille royale. Et les années que Diana a passées au sein de la famille royale lui ont appris à occuper le terrain médiatique. Elle le fait désormais pour son propre compte. Depuis des années, elle contacte les médias pour s'assurer qu'ils soient au bon endroit, au bon moment pour prendre une photo. Elle pense que si elle charme tous les patrons de presse, ils prendront son parti. Provocation ou désir de revanche, Diana semble en tout cas se libérer du carcan royal. Elle veut écrire sa propre histoire, jusqu'au jour où elle va aller trop loin. Speaking on the BBC television programme Panorama, the princess appeared more than willing to bare her soul, speaking freely about the infidelities within the royal marriage, her depression and bulimia, her children, the media and the future of the monarchy. Ce matin-là, c'est la stupeur à Buckingham. La veille, 20 millions de téléspectateurs ont vu Diana à la télévision raconter l'intimité de son mariage. Mais il y a pire pour la reine. Dans cette interview, Diana met en doute publiquement la capacité de Charles à régner, et cela, Élisabeth ne peut l'accepter. Cette remarque a piqué la reine au vif. Il n'est pas possible que l'héritier de la couronne et son épouse se giflent en public de la sorte. Il y a un ordre de succession, et c'est cet ordre de succession qui ne peut pas être remis en question par
une princesse qu'elle considère comme une demi-folle. Arrivé à ce stade où tant de linge sale a été lavé en public, et je parle vraiment de linge très sale, la reine arrive à un point où elle dit « Trop, c'est trop ». Pour la reine, Diana est allée trop loin. Elle n'a plus sa place dans la famille royale. Peu importe le protocole, son fils doit divorcer. J'ai vu la lettre. Les mots de la reine étaient les suivants. Le prince Charles, l'archevêque et moi-même sommes arrivés à la conclusion que la meilleure chose pour le pays serait un divorce. La famille royale retire aussi à Diana son titre d'Altesse royale. Ça ne signifie peut-être pas grand-chose pour les Français, mais c'est une terrible déchéance pour elle. Le divorce est rendu public au cours de l'été 1996. Une page se tourne dans l'histoire de la monarchie britannique, mais Diana ne va pas disparaître pour autant. L'été suivant, Élisabeth est en vacances en famille dans son château de Balmoral. Une année s'est écoulée depuis le divorce, mais Diana occupe toujours le terrain médiatique, et les tabloïds se délectent de ses aventures. Cet été-là, c'est le purgatoire. Chaque matin, on voit une nouvelle photo de Diana apparaître, avec toujours moins de vêtements sur elle, qui pose très clairement sur le pont d'un bateau ou à l'extrémité d'un plongeoir. Diana, la jet-setteuse, en vacances sur la Côte d'Azur. Des photos prises par des paparazzis savamment tenus au courant de ses faits et gestes. Mais c'est ce cliché, paru le 10 août en une de la presse mondiale, qui heurte la reine par-dessus tout. On y voit Diana embrassant son nouveau fiancé, un riche héritier d'origine égyptienne. Il s'appelle Dodi Al-Fayed. Quand la reine voit Diana avec Dodi, elle se dit que va-t-il encore arriver? Une provocation volontaire de la part de Diana. Au même moment, Charles s'affiche à nouveau au bras de son premier amour, Camilla Parker Bowles. Diana déclenche clairement les hostilités contre Charles sur un terrain qu'elle maîtrise parfaitement, la presse. Et la famille royale riposte comme elle a l'habitude de le faire. Dès le lendemain, des journalistes sont conviés à Balmoral pour filmer Charles en vacances avec ses deux fils. La tradition, contre le show et les paillettes, la guerre des images est à son comble. On voit Charles en bon père de famille avec ses fils en vacances en Grande-Bretagne, tandis que Diana, elle, est photographiée dans les bras d'un playboy. Et la présence des enfants sur ces fameuses images cet été-là n'est pas un hasard. Alors qu'une des règles à ce moment-là était véritablement d'essayer de les protéger le plus possible. « 15 jours après cette nouvelle guerre de l'image, c'est l'accident tragique qui coûtera la vie à Diana et plongera dans les mois tous les Britanniques. La reine a voulu marquer sa distance vis-à-vis de la princesse. Elle ne peut pas concevoir que cette femme qui a bafoué la famille royale puisse partir avec les honneurs. Mais elle ne pensait pas que son peuple allait lui en vouloir autant. Après 5 jours de silence et d'obstination, elle finit par être rappelée à l'ordre par un autre personnage clé du pays. Depuis la mort de la princesse Diana, la reine refuse de lui rendre publiquement hommage. Et elle reste enfermée dans son château de Balmoral. Un entêtement qui doit à tout prix cesser, c'est en tout cas l'avis du Premier ministre Tony Blair, qui intervient personnellement auprès de la souveraine. Il dit à la reine « Je comprends très bien pourquoi vous agissez comme ça, mais les gens attendent un signe de votre part, pour voir que vous aussi, vous souffrez avec eux. » Il n'essaye pas de persuader la reine de venir à Londres. Il ordonne à la reine de venir à Londres. Et pour la première fois, Élisabeth accepte de se plier à une demande de son Premier ministre. Ce jour-là,
la reine abandonne ses traditionnelles robes de couleur et accepte de porter le deuil. Elle rentre à Londres, où elle sait que tout son peuple l'attend. Cela fait des jours que les Anglais manifestent leur colère et leur mécontentement. Alors, comment vont-ils l'accueillir à son arrivée à Buckingham ? Personne ne peut deviner ce qui va se passer. Il y a tellement de gens dans les rues. La police est inquiète, elle craint alors de la violence. Pas une insurrection ni une révolution, mais de la violence. Tout le monde regarde. La voiture s'arrête devant l'entrée du palais. Et là, la reine sort. Élisabeth s'avance vers les fleurs déposées devant les grilles, sans oser pour le moment regarder la foule. Au moment où elle passe devant moi, je crie « Bienvenue à la maison, Majesté !» La reine lève les yeux vers moi et me regarde. Ça me fait tout drôle. Alors j'incline ma tête. Une petite fille s'approche avec des fleurs qu'elle tend à la reine. Alors la reine lui dit « Merci beaucoup, où veux-tu que je les mette ?» Et la petite fille répond « Non, Majesté, elles sont pour vous. » Et c'est à ce moment-là que la reine réalise que tout va bien se passer. La reine esquisse un sourire. Les Londoniens semblent lui avoir pardonné. Elle va maintenant s'adresser au royaume tout entier. Élisabeth ne fait jamais de déclaration publique. Même pour la mort de son père, elle ne s'était pas exprimée. Et les Anglais ne la voient qu'une fois par an à la télévision, pour Noël. Mais ce jour-là, elle a compris que c'était son devoir de monarque de participer au deuil de son peuple. Elle décide alors de faire un discours en direct, et tout est mis en œuvre pour montrer qu'elle est en communion avec ses sujets. L'ingénieur du son entend à travers les fenêtres le bruit de la foule à l'extérieur, ce brouhaha. Alors il place un de ses micros dehors pour mélanger ce bruit au son du discours de la reine. Et on s'aperçoit que ça va donner l'effet surprenant que la foule est tout près pendant que la reine parle. Le technicien fait alors son décompte. 5, 4, 3, 2, 1. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. On n'imagine pas ce que ça doit représenter pour la reine Élisabeth à ce moment-là. C'est cette espèce d'acte de contrition devant la Grande-Bretagne tout entière. C'est juste énormissime. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. Avec ces mots, la reine a voulu montrer à son peuple qu'elle sait les écouter, qu'elle les a compris et qu'elle est toujours à leur service. Elle ne l'avait encore jamais fait jusqu'à ce jour. C'est un des moments de l'histoire contemporaine où on a senti une vraie connexion avec notre monarque. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your determination to cherish her memory. Elle contrebalance la une du Sun, mais où est passée la reine? Eh bien, ce jour-là, la reine, elle est là, et là, on sent que la machine se renverse. Parce que la reine, pour les Britanniques, c'est quand même la reine.
Le lendemain, des funérailles nationales sont organisées à Londres. L'occasion pour la famille royale de rendre un ultime hommage à Diana. Et la reine, qui d'habitude ne montre rien, va s'incliner au passage du cercueil. La reine montre ses sentiments en public. Elle a compris maintenant que c'est ce qu'il fallait faire. Diana n'avait été qu'une source d'ennui pour la reine pendant toutes ces années. Mais elle méritait du respect après sa mort. Et ça, la reine le savait. La cérémonie met un point final à cette crise, qui reste à ce jour la plus importante du règne d'Élisabeth II. Les funérailles de Diana marquent la fin d'une ère, d'une période très troublée de l'histoire de la famille royale britannique. « 1997 est avec 1936, l'année de l'abdication d'Édouard VIII, l'un des moments les plus importants de l'histoire contemporaine britannique. Le monde a changé sous ses yeux. L'époque est à l'émotion, à la proximité. Et la reine ne doit pas manquer ce train de l'histoire. Sa façon de régner doit s'inscrire dans ce nouveau siècle. Au printemps 2005, Élisabeth va avoir l'occasion de montrer à son peuple qu'elle a su s'adapter. Ce matin, elle assiste au remariage de son fils Charles, avec son amour de toujours, Camilla. Elle est divorcée, ce qui aurait suffi à interdire ce mariage il y a encore quelques années. Mais la reine a fini par accepter de rompre avec le protocole. Elle se serait bien passée de ses noces avec l'ex-maîtresse, mais elle pense que Charles sera plus heureux ainsi et ça va le stabiliser, ce que souhaite l'opinion également. À 80 ans, la reine pense surtout à l'avenir de son royaume. Et l'avenir, c'est son fils Charles qui l'incarne. Il est le prochain monarque. Mais son passé dissolu et ses prises de position politiques pourraient lui rendre la tâche difficile. En tant que prince de Galles, Charles s'implique dans de nombreux domaines de la vie du royaume. L'emploi des jeunes, l'environnement, la santé, etc. Et il a des avis très tranchés sur toutes ces questions. En tant que roi, vous n'êtes pas là pour avoir des idées. C'est le gouvernement qui a les idées. Voilà pourquoi ce sera difficile pour lui de régner. Quand il sera roi, s'il refuse de signer une loi, si un nouveau projet de loi sort et qu'il dit « Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas interdire la chasse », par exemple, si ça se passe comme ça, ce sera le roi contre le gouvernement. Ça donnera lieu à un clash et la monarchie pourrait ne pas s'en relever. Il est trop tard pour changer le passé et la personnalité de Charles. Mais il est encore temps de former son successeur, le prince William. Depuis qu'il est adolescent, Élisabeth reçoit régulièrement son petit-fils au palais pour des rencontres informelles. Je me souviens qu'elle me disait « Mettez un couvert de plus à table. William va nous rejoindre et prendre un thé avec nous. » À cette époque, il n'était encore qu'un jeune garçon de 12 ou 13 ans. C'est clairement le prince héritier que la reine reçoit. Élisabeth veut contribuer à son éducation royale, comme Churchill l'avait fait avec elle 40 ans plus tôt. À son tour, elle donne à William les clés de la monarchie. Elle lui parle des gens qu'elle a rencontrés, des chefs d'État, des responsables religieux. Elle partage avec lui sa sagesse. Elle est la tutrice de William depuis très longtemps. Étonnamment, elle n'a jamais fait ça avec Charles. Elle est déterminée à ce que William soit façonné à son image. Une image traditionnelle, conservatrice, au-dessus de la mêlée, intervenant peu dans les médias et peu dans la vie politique. Exactement comme elle. William ne sera pas Charles. William ne sera pas Diana. William sera Élisabeth II. C'est son héritage.
La scène ressemble à un certain jour de l'été 1981. 30 ans après Charles et Diana, c'est au tour de leur fils aîné William de saluer la foule au bras de son épouse, Catherine Middleton. Ce mariage d'amour entre un prince héritier et une roturière est une nouvelle révolution au royaume d'Élisabeth. Le fait que le prince William n'ait pas épousé une princesse héritière du Luxembourg, ou d'Espagne par exemple, et qu'il ait choisi quelqu'un par amour, de toute évidence, ça a plu à tout le monde. Ce qui est remarquable chez les Windsor, c'est qu'ils se réinventent sans cesse avec les nouveaux membres de la famille royale. Un mariage populaire qui scelle les liens déjà très forts entre l'héritier du trône et ses futurs sujets. C'est aussi la fin d'une angoisse pour Élisabeth, au lendemain de ses 85 ans. Je l'ai vue soupirer de soulagement. J'ai vu les charges de chef d'État glisser physiquement. J'ai vu son sourire. Je l'ai vue heureuse comme jamais en public. Car elle savait que c'était bon. Voilà, c'est réglé. C'est sûr. L'avenir est assuré entre leurs mains. Un avenir qui devrait s'inscrire dans la continuité. William a toujours dit que son unique référence, c'était sa grand-mère, Élisabeth. Je pense parler au nom de ma génération en disant que l'exemplarité et la constance dont fait preuve la reine sont non seulement rares chez les dirigeants, mais me procurent également une grande fierté et un réconfort. En ce qui me concerne, c'est un honneur pour moi d'avoir la reine comme modèle, ma vie étant au service du peuple. Au début de son règne, Élisabeth se voulait exemplaire. 63 ans plus tard, elle est parvenue à perpétuer la monarchie. Elle semble même y prendre un certain plaisir. La fillette qui s'ennuyait au balcon de Buckingham ne manquera aucun rendez-vous affirmant la tradition. Des moments d'unité nationale qui lui permettent de prendre le pouls de son peuple et d'apprécier le chemin accompli. Les monarchies disparaissent un peu partout dans le monde. La nôtre est toujours là. Elle a eu 12 premiers ministres, à commencer par Winston Churchill. Et là, les gens se disent « Mon Dieu, Churchill, c'était il y a un siècle ». Elle a traversé les âges, la reine Elisabeth, elle a traversé les périodes. Réussir ça, c'est bien sûr la preuve que l'institution est forte, mais c'est aussi la preuve que la personne qui incarne cette institution est forte. C'est pour ça que notre hymne dit que Dieu protège la reine. Un jour, elle m'a dit « J'ai été faite reine devant Dieu à l'abbaye de Westminster pour servir mon peuple tant que je respirerai. Et c'est ce que je vais faire. » Alors ne comptez pas sur la reine pour abdiquer, ça n'arrivera jamais. Elle mourra reine. Pour durer, Élisabeth II a dû s'adapter aux changements de son époque et aux attentes de son peuple. Elle n'incarne plus seulement le respect de la tradition, l'intemporalité de la monarchie, elle doit être aussi en phase avec l'air du temps. C'est ce qu'elle a fini par comprendre et c'est comme cela qu'elle est parvenue à maintenir le respect de son institution. Son règne s'éteindra avec elle, mais pas la monarchie britannique. Elle a déjà transmis ses valeurs à ses successeurs, mais aussi l'expérience de ses erreurs. À une époque où tout va très vite, où les mythes se font et se défont, la couronne d'Angleterre reste une valeur sûre, un socle, une référence, au-delà de toute considération politique ou religieuse. Et ça, on le doit en grande partie à celle qui a aujourd'hui encore la lourde tâche de la porter.